Bienvenue au centre d'interprétation de l'industrie de saliculture. Pendant les minutes suivantes, nous allons vous présenter les principales particularités de l'exploitation des salines de Torrevieja. Mais avant tout, il est indispensable que vous connaissiez le parc naturel des lagunes de la Mata et de Torrevieja. Si le cœur vous en dit, jouons au jeu des connaissances. Le parc naturel des lagunes de la Mata et de Torrevieja, déclaré parc naturel protégé de la communauté de Valence en 1988, occupe 3700 hectares et renferme deux lagunes salées, l'une de couleur rose et l'autre de couleur verte. La plus grande est celle qui est rose, la lagune de Torrevieja, située au nord-ouest de 1400 hectares, tandis que celle de la Mata, la verte, située au sud-est de l'antérieure, s'étend sur quelques 700 hectares. Les deux lagunes sont communiquées à la mer au moyen de canaux ou étiers. L'attrayante couleur pourpre de la lagune de Torrevieja est due aux pigments qui possèdent une série de bactéries habitant dans des milieux très extrêmes. Celles-ci sont appelées allobactéries. Réellement, la couleur rougeâtre est due à une protéine appelée bactériohodopsine, qui est fixée dans les membranes des allobactéries. Il faut aussi souligner le rôle joué par l'algue unicellulaire Dunaliella salina et le petit crustacé Artemia salina. La première est la responsable de la couleur rouge vermillon qu'adoptent les lagunes à certaines époques de l'année, tandis que l'Artemia salina est de couleur rougeâtre, parce qu'il s'alimente d'allobactéries. Il existe dans le parc presque une centaine d'espèces aquatiques, limicoles et marines. Parmi les oiseaux hivernants se distinguent l'aigle pêcheur, le grèbe à cou noir, le flamand commun et le héron cendré. Les oiseaux nidifiants, les chasses, le busard cendré, la sterne naine, la sterne Hansel, le goéland d'Audouin et le goéland railleur. Ce parc naturel est reconnu comme la seconde colonie de goélands d'Audouin, la plus importante d'Espagne. Il ne faut pas oublier les différents types de vertébrés qui habitent cet espace, comme le crapaud commun, la tarente de Mauritanie, différentes espèces de couleuvres, de lapins, de lièvres, d'hérissons, de belettes et de renards. Les conditions environnementales étant très rigoureuses, avec de faibles pluies et une salinité élevée du terrain, nous ne trouvons pratiquement pas de végétation aquatique, et les communautés végétales existantes sont halophiles, des plantes qui présentent des adaptations dans leur organisme qui leur permettent de supporter la salinité élevée de cet espace, connu sous le nom d'espèces de marais salants. Parmi elles, il faut souligner les salicornes, les joncs, les arroches de mer, l'alpha et les immortels. Découvrons maintenant comment, où et quand est produit le sel de Torrevieja. L'exploitation saline de Torrevieja est localisée dans le sud-est de la lagune rosée de Torrevieja. Cette exploitation de grande valeur écologique et environnementale a permis à cet espace d'être conservé tel que vous pouvez le voir. Le processus commence en dirigeant l'eau de la mer jusqu'à la lagune de la Mata. Ce processus est réalisé de manière naturelle, car la situation des marais salants à 4 mètres en dessous du niveau de la mer suffit pour qu'en ouvrant les vannes du canal de la Mata, l'eau s'y introduise. Dans la lagune verte, l'eau commence déjà à s'évaporer. Cette eau, en principe, contient une quantité approximative de 30 g de chlorure sodique par litre. C'est ce que nous connaissons comme le sel commun. Dans cette lagune, après que l'eau s'est évaporée par l'action du rayonnement solaire et du vent, et que reste le sel, on atteint une concentration de 150 g de chlorure sodique par litre. Et c'est alors que l'eau est transférée à la lagune de Torrevieja, où l'on arrive à une concentration de 300 g par litre. À ce moment clé, le sel commence un processus appelé cristallisation,
et il se solidifie sur le fond de la lagune et atteint des grosseurs de 1 à 6 cm, ce qui le rend apte à ses récoltes. Une des plus grandes particularités des salines de Torrevieja est que durant tout le processus productif, il n'est pas nécessaire de sécher les marais salants. Dans d'autres exploitations, comme c'est le cas pour les salines de Santa Pola, outre le fait que l'eau doit être pompée mécaniquement, on doit dessécher les bassins pour leur utilisation, ce qui rend le parage plus stérile et industriel. Anciennement, tout le processus était fait à la main. Un homme, à pied dans la lagune, frappait la plaque de sel pour la rompre, et un autre, le récolteur, la retournait et la levait pour la transférer jusqu'à une barge en bois. De ces hommes a reçu son nom une des innovations qui ont été introduites dans la récolte de sel, la machine Volvedora, le récolteur. Cette machine se déplace sur la lagune de Torrevieja au moyen de chenilles, comme un tank, et possède une lame qui s'introduit entre la plaque de sel cristallisée sur le fond et la boue ou la terre de celle-ci. Lève la plaque de sel et l'élève jusqu'à de bandes transporteuses qui l'amènent jusqu'aux barges placées sur leur latéral, qui sont à leur tour tirées par une autre innovation technologique, un remorqueur. Ces remorqueurs sont de bateaux à aubes, très semblables aux anciens bateaux de la rivière Mississippi, car à cause du peu de profondeur de la lagune, l'utilisation d'un moteur de propulseur conventionnel n'est pas viable. Ces remorqueurs tirent une grande quantité de barges jusqu'au centre de la lagune, où ils déchargent le sel sur une île qui est construite. Là, les remorqueurs lâchent les péniches pour que les opérateurs les dirigent au moyen de bras mécaniques, jusqu'au point où d'autres bras mécaniques puissants, en retournant les barges, déchargent tout le sel qu'elles portent sur une bande transporteuse. Ensuite, les godets qui élèvent le sel recueilli des barges le nettoient au moyen d'un jet d'eau de la lagune ou saumure au fur et à mesure qu'il monte vers une vis continue, dans laquelle un autre jet d'eau du marais salant à contre-courant nettoie le sel aussi bien des impuretés que de la boue et d'autres sels qui ont cristallisé avec le chlorure sodique, tel que le plâtre. Le sel passe alors dans les centrifugeuses, où il est lavé avec de l'eau marine, qui termine de nettoyer ses impuretés en dissolvant toute trace d'autres sels qui est pour rester et ne laisse enfin qu'un sel blanc et propre. Une fois lavé, le sel est déposé au moyen d'autres bandes transporteuses sur les garberas, les camels, ces grandes montagnes de sel qui caractérisent le paysage des salines. La forme des camels facilite le stockage du sel et lui offre plus de protection face aux intempéries, car l'eau de pluie, glissant sur les parois de ces pyramides de sel, ne stagne pas et ne provoque pas sa dissolution. Ensuite, le sel des camels, qui est en grains ou en morceaux de taille très différentes, est broyé dans des rouleaux, pour obtenir la taille adéquate pour son utilisation finale. Après la moltura, tel qu'est appelé le processus de broyage, on prépare le sel pour les différentes utilisations auxquelles il va être destiné. Il est curieux de voir ce processus de cristallisation du sel, d'une beauté particulière, reflété artistiquement par des artisans de Torrevieja, sur les célèbres bateaux de sel. Des maquettes d'anciens bateaux saliniers construits en coton, qui sont introduits de la lagune, le sel s'y adhérant et offrant de belles formes de cristallisation sur le coton. Un cadeau exquis de la ville, de ses marais salants et de la propre nature. Mais dans l'eau marine, il n'y a pas seulement du chlorure sodique. Il existe aussi, en différents pourcentages, d'autres minéraux, comme le sulfate de calcium, connu plus familièrement comme le plâtre, les sels magnésiques, les sels calciques ou bromates. Pour cela, le sel marin offre-t-il autant de fonctions bénéfiques pour l'organisme que ne possède pas d'autres sels. Il existe deux types de sels fondamentaux, le sel humide et le sel sec. Le sel humide est le sel après tout le processus de lavage précédemment décrit. On l'appelle ainsi parce qu'après son séchage, il maintient encore 3% d'humidité. Le sel sec, toutefois,
passera par un autre lavage pour le rendre plus blanc, et postérieurement par des fours qui élimineront ces petits pourcentages d'humidité restantes. Cette dernière étape lui confère des caractéristiques optimales pour des utilisations comme par exemple le sel de table, qui, complètement sec, ne colle pas et reste toujours fluide. Après le broyage, le sel passe par des tamis. Les séparateurs, ou dans un mouvement perpétuel, le sel se dépose sur des plaques métalliques, avec des trous, à travers lesquels passent les grains de sel de différentes tailles, et où restent ceux qui ne passent pas par ces trous. Ainsi, tous les grains qui vont être ensuite empaquetés ont la même taille. Une fois qu'il a été broyé et séparé par taille, le sel humide reçoit un nom différent selon sa taille. Gros, salaison, fomento, molsero, courant ou extra fin. Le sel sec, pour sa part, en naissant d'un processus plus récent et moderne, reçoit un catalogage numérique, type 00, type 1, 2, 3 ou 4. Le processus de cristallisation du sel commence début juin avec la chaleur et termine en octobre, quand l'hiver commence à laisser son empreinte dans les marais salants en les remplissant d'eau de pluie et en provoquant l'arrêt de la cristallisation. C'est à la fin du mois de juin que commence la récolte. Comme le dit le dicton populaire, à la Saint-Jean, des figues et du sel. La récolte peut s'étaler tout au long de l'année, car même si le sel cesse de se produire, il reste sur le fond. Le sel déjà cristallisé ne disparaît pas même si le niveau de salinisation des eaux baisse, car il faudrait un changement total de l'eau du marais salant pour parvenir à dissoudre tout le sel créé dans le fond. En outre, la couche d'environ 80 cm qui reste au-dessus du sel cristallisé au saumur est une barrière contre les nouvelles eaux, ou les eaux de pluie grâce à sa densité plus grande, qui évite ainsi que disparaisse le sel. Autrefois, par le processus naturel décrit auparavant, la production de sel des salines était de 300 000 tonnes à l'année. Actuellement, et grâce à la mécanisation et à la modernisation du processus, la production est parvenue à 700 000 tonnes. Mais un autre facteur a aussi contribué à cette augmentation considérable. À partir de 1970, a commencé à être extrait et transporté du sel du diapyre de Pinoso. Un diapyre est formé de concentrations de sel souterraines, provenant de mers intérieures de l'époque tertiaire, d'il y a plus de 200 millions d'années, qui se sont évaporés et ont laissé des quantités énormes de sel. Ce sel, au long des années, a été recouvert de sédiments et enterré. Et le sel, soumis à une grande pression, se fluidifie, c'est-à-dire qu'il se transforme en quelque chose de semblable à la pâte dentifrice. Et il commence une ascension depuis les profondeurs de la Terre, à la recherche d'une sortie à l'extérieur. Lors de cette montée, lorsque la pression imprimée diminue, il se solidifie à nouveau, en créant ce que l'on appelle les dômes salins, qui ont généralement la forme de champignons. Précisément, un de ces dômes est celui qui existe à Pinoso. Au moyen de puits, on en extrait du sel, et il est transporté par une tuyauterie de 53 km à la lagune de Torrevieja. Ce processus mitige l'ancienne dépendance des conditions climatiques à laquelle étaient soumis les producteurs de sel, puisque lors des saisons de grande pluie ou de froid intense, la production de sel tombait en chute libre, le processus d'évaporation ou la concentration de sel optimale ne se produisant pas. Il convient d'indiquer que le sel est un produit qui est employé dans ni plus ni moins de 14 000 utilisations différentes. Bien que la plus connue soit son utilisation alimentaire, paradoxalement celle-ci est sa destination la moins habituelle. Son utilisation dans des processus tels que la création de verre, la fabrication de PVC, l'industrie textile, l'industrie chimique et pharmaceutique est beaucoup plus habituelle. Le plus grand consommateur de sel est l'industrie chimique, qui en acquiert plus de la moitié de la production. Une autre grande partie de ce sel, en grande partie humide, est destinée à son utilisation dans l'affermissement des chaussées et éviter que les personnes et les véhicules ne glissent sur le verglas dans des pays développés du nord de l'Europe. Le processus de décalcification des eaux est une des consommations les plus récentes et importantes actuellement. Il faut nommer d'autres utilisations moins importantes telles que l'industrie alimentaire non directe, c'est-à-dire de conserves et de produits destinés à la campagne, à l'alimentation animale ou à la production d'aliments préfabriqués. Le sel de cuisine ou alimentaire est, comme nous l'avons dit, celui qui monopolise le moins, bien que ce soit le sel qui sans doute
doit être le plus soumis à des contrôles, aussi bien sanitaires que d'emballage, de transport et autres. Il y a du sel qui est distribué directement en vrac, tel le sel qui est destiné à l'affermissement des chaussées ou à de grandes entreprises de salaison, qui est chargé directement sur des camions ou des bateaux, majoritairement sur des camions pour le marché national et des bateaux pour le marché international. Une autre des particularités des salines de Torrevieja est que le sel va directement au bateau au moyen de bandes transporteuses, qui existent depuis l'exploitation salicole jusqu'au port, la digue du Ponant. Ainsi, son chargement est très rapide et son écoulement est beaucoup plus productif. Le sel est aussi empaqueté dans des sacs de 25 kg et dans des sacs Big Bag de 1000 ou 1500 kg, suivant l'utilisation finale à laquelle on va le destiner. Les salines de Torrevieja disposent de modernes et efficaces machines d'emballage et d'emmagasinage pour cette tâche. Les pays auxquels il se vend davantage de sel sont les pays développés, et principalement ceux du nord de l'Europe. La Norvège en étant le principal acheteur. Celle-ci destine le sel acquis aussi bien à l'affermissement des chaussées qu'à sa grande industrie de pêche. L'Italie, le Portugal, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Irlande ou le Danemark se trouvent aussi parmi les principaux acheteurs du sel de notre terre. Sur le territoire national, la Galice, la Catalogne et le Pays Basque sont les zones où est vendu le plus de sel de Torrevieja. Torrevieja, charme à découvrir.